en tout cas j'aborderai la psychologie du patient en cancérologie. Ensuite, Alexia et Elisabeth parleront de la psychologie des soignants et des équipes soignantes. À partir de cette première partie, on fait un partage avec vous sous forme de questions-réponses pendant un moment. Et puis on reviendra, je reprendrai la parole pour vous parler du soutien psychologique du patient. Et puis les filles Alexia et Elisabeth enchaîneront avec la proposition d'accompagnement des soignants et des équipes soignantes. Voilà. Alors, le cancer, il est considéré comme une maladie à part, une maladie qui est différente, une maladie qui fait toujours aussi peur. D'ailleurs, ce matin, en me préparant pour venir au congrès, j'ai entendu aux infos chez William Lémergie que le cancer, c'était la maladie qui faisait le plus peur aux Français, encore à l'heure actuelle. Et puis, le cancer, c'est aussi une maladie qui a un caractère incontrôlable. Alors, comment les patients réagissent-ils d'une manière consciente, mais aussi d'une manière inconsciente? Dès l'annonce du diagnostic, pendant les traitements, que ce soit de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou une chirurgie, et après la fin des traitements aussi. Ce qu'il est important de comprendre vis-à-vis des réactions des patients, c'est de connaître les émotions et les mécanismes psychologiques des patients face à cette maladie, de manière à ce que l'on puisse comprendre leurs réactions et puis pouvoir répondre à leurs besoins. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, et gardons-le bien à l'esprit, c'est que pour le patient, il est unique. Lui aussi, il est concerné de près ou de loin par le cancer. Et comme le disait un de nos patients, toute ma famille est concernée par le cancer et certains en sont morts. Est-ce que je vais moi aussi mourir du cancer? Le diagnostic, il vient s'inscrire sur une histoire de vie sur sa propre histoire de vie et sur sa structure psychologique qui lui est propre, ainsi que ses repères psychiques. Et cette annonce, elle est bouleversante dès le départ. Et donc, on doit comprendre que vis-à-vis de ce qu'il peut ressentir au niveau de l'empathie émotionnelle et mécanisme psychologique, on peut répondre à tout ce qu'il vit. Des répercussions physiques et psychologiques qui sont bouleversantes dès l'annonce du diagnostic, pendant les traitements et après les traitements, des répercussions de la maladie qui ont une incidence sur la vie privée, familiale et sociale du patient. Alors l'annonce, oui, elle est violente. On entend souvent dire de la part de nos patients, quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, ça a été un véritable coup de tonnerre, un tremblement de terre. Cette annonce, c'est une crise existentielle, c'est une rupture dans la vie de nos patients qu'il est nécessaire de repérer et d'identifier. L'équilibre psychologique de nos patients, il est sollicité dès le moment de l'annonce. Et cette annonce, elle va entraîner différents bouleversements. Des bouleversements comme des bouleversements au niveau de son identité. La question qu'il se pose, c'est qui je suis et qui je vais devenir à travers les traitements que l'on propose. L'annonce aussi entraîne un bouleversement au niveau de son sentiment de continuité sur lequel repose son équilibre psychologique. Là aussi, le témoignage que l'on peut avoir de la part de certains de nos patients, c'est « je ne pensais pas que cela puisse m'arriver à moi et maintenant ». Et puis, le grand bouleversement qu'entraîne chez nos patients, c'est la prise de conscience qu'il n'est pas immortel. Même si on s'éloigne de plus en plus de l'équation cancer égale mort, les représentations de mort sont encore très présentes, très actives chez nos patients.
Et cela s'explique particulièrement parce que c'est une maladie qui est très investie au niveau affectif et cognitif. Alors face à ces bouleversements, l'absence de réaction, elle ne signifie pas une bonne adaptation. Derrière un silence ou une bonne figure du patient, il peut se dérouler tout un cortège de questions qui sont accompagnées de peur, d'angoisse, voire même de souffrance. Donc ça aussi, il faut y faire attention. Et puis, le cancer, c'est une maladie qui exige du patient un effort continu et répété d'adaptation. D'une part, pour préserver son équilibre psychologique, ensuite pour récupérer des troubles réversibles, mais aussi pour assumer des troubles irréversibles, en fonction des traitements qui vont suivre. C'est ce qu'a pu nous témoigner une patiente en me disant « Je me sens mutilée avec cette cicatrice et je dois assumer ». Cette présentation sur la psychologie du patient, oui, elle nous fait comprendre que le cancer, il laisse une cicatrice corporelle et physique. Et à partir de là, quelle est la réalité du soignant? Alors cette relation soigné-soignant, elle est très complexe. Alors une partie de mon activité, je la passe auprès des soignants en tant que psychologue du personnel au Centre Antoine Lacassagne. Et je vais essayer, en tout cas en quelques minutes, de vous faire part de leur réalité à eux, de ce qu'ils vivent dans ce contexte de la maladie et de la cancérologie. La réalité du soignant dans sa pratique, d'abord, c'est un choix. Contrairement au patient qui ne choisit pas d'être malade, le soignant, lui, à la base, il a fait ce choix-là, de travailler. Alors, ce choix est basé sur des valeurs évidemment humaines, des valeurs envers l'autre, c'est-à-dire on a décidé de choisir une profession dans laquelle on va tenter de soigner, d'accompagner et de soulager. Et puis, il y a aussi devenir soignant en cancérologie. Eh bien oui, là aussi c'est encore un autre choix, c'est-à-dire infirmière, manip radio, aide-soignante. Elles ont toutes, et tous, parce qu'il y a des hommes aussi, décidé de travailler en cancérologie. Alors là, il y a un fort investissement, déjà parce que cet investissement, ça veut dire être confronté forcément à la souffrance de l'autre. Donc c'est pour pouvoir vraiment participer au soulagement de la souffrance et faire avancer aussi les choses par rapport à cette maladie. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'on voit dans ce choix de devenir soignant en cancérologie? C'est que parfois, on retrouve dans l'histoire de ces soignants-là une histoire très personnelle et intime avec la maladie. C'est une pratique technique spécialisée et avant tout humaine. Eh bien oui, être infirmière, être aide-soignante, être manip en cancérologie, c'est très spécialisé. Ça demande des compétences techniques particulières, ça demande l'observation, ça demande aussi de pouvoir se concentrer. Donc là aussi, quand on fait des gestes techniques bien spécifiques, oui, on est à côté du patient, mais il va falloir se concentrer sérieusement sur ce qu'on va faire. Parce que ces actes de soins sont très particuliers. Et puis, là aussi, en cancérologie, on retrouve un savoir-être du côté du soignant. C'est que vous interrogez des soignants en cancérologie, pour eux, c'est aussi important de faire des actes de soins que d'accompagner et de soutenir psychologiquement le patient. C'est vraiment un accompagnement global. Et ça, on le retrouve de façon très forte. Eh bien, pour eux, c'est un lieu familier. Là, contrairement aux patients, quand on va dans un service de cancérologie pour se faire soigner, en principe, déjà on n'en garde jamais un très bon souvenir. C'est très souvent, et ça véhicule de l'anxiogène, alors que pour le ou les soignants, on va y retrouver ses repères, comment on va travailler, comment on va s'organiser, mais aussi ses collègues de travail. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte aussi? C'est que la vie de groupe, elle est très importante dans les lieux de soins.
quelles raisons. D'abord, ça va être essentiel de travailler à plusieurs autour du patient, parce que quand on rencontre une difficulté, eh bien, il y a toujours dans une équipe quelqu'un qui va pouvoir partager, qui va pouvoir aider quand on est en difficulté. Donc là, c'est très très important dans la vie des soignants. Alors, là aussi, il y a des effets, je dirais, secondaires. C'est que dans un hôpital, eh bien, quand on est un patient et qu'on est anxieux, qu'on essaye de penser à plus rien, qu'on essaye aussi de se concentrer, et qu'on entend les équipes soignantes rigoler, chahuter, eh bien là, parfois, ça peut amener certains quiproquos et incompréhensions en disant « mais comment ça se fait ? On est censé être là pour être soigné, pour avoir des gens sérieux, avec des compétences techniques, et voilà, on les voit chahuter, on les voit rigoler. Eh bien oui, mais là, ça fait partie des codes de ces groupes-là. Évidemment, c'est vraiment pour pouvoir aussi prendre du recul face aux situations, et ça n'enlève en rien leur sérieux. Le soignant. Eh bien, c'est aussi une pratique inscrite dans une organisation institutionnelle. Oui, l'infirmière, eh bien, vous voyez, elle va être dans un schéma où, pour faire, par exemple, poser une chimiothérapie, eh bien, c'est vachement compliqué. Le circuit de la chimiothérapie. C'est-à-dire que, bien sûr, elle va le poser, mais elle va dépendre de tout un système institutionnel. La fabrication, amener, oui c'est sûr, la fabrication dans la pharmacie, ça passe par telle personne, etc. Donc là aussi, c'est vrai, ce qui est toujours un petit peu ingrat pour les soignants, c'est que finalement, le mécontentement du patient ou d'une famille, eh bien, elle est en première ligne pour le recevoir, alors que finalement, elle-même, ou lui-même, eh bien, il est dépendant ou elle est dépendante d'un fonctionnement très complexe, où il y a peu de maîtrise, puisque c'est toute une chaîne, et c'est de plus en plus complexe. Et puis là aussi, il y a une évolution des tâches au niveau des soignants, notamment, je pense, aux infirmières, puisqu'il y a effectivement l'acte de soin, mais autour de tout ça, il y a des tâches administratives, ce qu'on appelle des tâches annexes. Et c'est les premières à se plaindre en disant, finalement, on a de moins en moins de temps pour accompagner sérieusement le patient. Voilà. Et puis, à tout ça se rajoutent des contraintes socio-économiques et aussi des limites dans l'investissement personnel. Bon, vous le savez tous, de plus en plus dans notre société, il faut toujours faire plus, toujours faire mieux, et que ça rapporte de l'argent. Ben oui, c'est notre système, et d'abord notre système de soins qui est fait là-dessus. Donc là aussi, c'est toute une révolution pour une personne qui s'est engagée et qui est motivée à être centrée sur l'autre, alors qu'on lui demande toujours plus. Donc ça, c'est quelque chose de très difficile. D'ailleurs, on parle de plus en plus d'usure professionnelle liée à ces points-là. Et puis, ben oui, c'est une aventure humaine, il y a un investissement émotionnel. Alors cet investissement émotionnel, on a beau être de l'autre côté de la barrière, on a beau avoir une blouse blanche, eh bien l'autre va nous toucher, forcément. D'autant plus si on le suit depuis un certain nombre de temps et qu'on est face et confronté assez régulièrement à la souffrance émotionnelle. Et la souffrance physique également. Donc eux aussi, eh bien ça c'est une difficulté, jusqu'où s'investir, comment s'investir sans y laisser les plumes. Et ça c'est quelque chose d'assez crucial. Alors maintenant que nous avons présenté tout ça, est-ce que tu veux faire peut-être... Alors, ce qui est important de voir dans ces deux exposés qu'Alexia et que Corinne viennent de vous faire, c'est qu'il y a une réalité soignant et une réalité soignée. Le but du jeu, c'est de bien avoir en tête que chaque partie de nos propos, c'est-à-dire que le soignant ne se réduit pas à sa technicité, comme vous avez pu le voir, et d'après tout ce que vient de vous dire Alexia, et que le patient, comme vous avez dit Corinne, est unique et ne se réduit pas à sa maladie.
Et le but du jeu de tout ça, c'est d'améliorer la relation soignant-soigné et qu'elle soit au plus près de la réalité que vit le patient et de la réalité que vit le soignant aussi dans sa pratique. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est vrai que là, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure Corinne, le but c'était d'avoir une présentation très rapide de notre côté, et bien pour voir vous, vos réactions, vous, vos commentaires, et comment vous réagissez à ce qu'on vient de dire, parce qu'après tout, vous pourriez être tout à fait soit d'accord, soit pas d'accord. Est-ce qu'on peut associer le soin en cancérologie avec le soin en dialyse où c'est quand même un peu chronique? Je trouve qu'il y a ce côté maladie chronique, maladie longue avec une relation soignant-soigné très particulière. Alors c'est vrai que moi j'ai parlé de la cancérologie parce que c'est effectivement le thème d'aujourd'hui et que mon expérience en tant que psy du personnel, eh bien c'est uniquement en cancérologie. Donc après, voilà, vous venez de dire que finalement vous êtes reconnu aussi tout à fait. Dans la ce dialyse. côté-là. Ce côté patient chronique, en service chronique, nos patients sont contents de nous entendre rire. Parce qu'au contraire, on leur apporte autre chose que la maladie ou quoi. Ah, vous avez parlé du feu d'artifice. Oh, je me rappelle, avec ma mère, j'y allais. Et c'est tout, on va dire, ils prennent un petit peu de notre vie, entre guillemets, normale, de notre quotidien classique, pour supporter leurs 4 heures, 5 heures, 6 heures de dialyse. Alors c'est voilà. vrai que Après, c'est la un peu cancérologie, différent en cancérologie de ce voilà. côté-là. Voilà. Hein, et ça, par contre, ce côté-là, je connais pas. Moi, quand j'entends rire les infirmières, si elles sont à côté de moi, je ris aussi. Enfin, je veux dire, c'est hyper important. Pour entendre vous des rires. Ah, et pour moi, vous. oui. Parce que comme le disait Corinne, chacun est différent. Voilà. C'est vrai qu'il y a des patients qui veulent pas parler, qui veulent rien entendre, qui n'ont qu'une envie, c'est que ça se termine. Mais je pense que, enfin, moi j'ai vu plusieurs sortes de patients et pardon, je perds facilement le fil, mais même les personnes les plus fermées, je pense que ça les touche quand même. Pour autant, c'est peut-être là où il y a le plus de pression et de choses qui se vivent entre la vie et la mort, tout simplement, où là, parfois, ça fait de temps en temps un peu plus de bruit. Donc voilà. Et puis, chaque personne vraiment est individuelle. Un patient qui est dans la révolte, d'entendre rire, ça ne va pas le faire rire. Non. Voilà. Un peu l'agacer. Un peu l'agacer. Après, il s'adapte, et l'équipe aussi s'adapte. Mais on en parlera par la suite vis-à-vis de l'accompagnement des équipes pour comprendre quelles sont les réactions des patients. Pour vous, c'est important d'avoir une équipe souriante et je ne dis pas que c'est pas important pour d'autres patients qu'elle ne soit pas souriante, mais pour certains, à certains moments, c'est pas entendable. Mais je comprends qu'on puisse s'agacer. Moi-même, ça m'est arrivé. Mais la plupart du temps, ils aiment les équipes vivantes. Après, on peut revenir en arrière et puis on peut essayer de faire le point un peu quand on rentre chez soi ou peut-être plusieurs jours après. Je pense que c'est important d'avoir vu des gens apaisés, souriants. Même si le patient ne le fait sentir le contraire, je pense qu'il y a quelque part, il est obligé d'apprécier ce comportement. Nous, notre projet, c'était pas que le soin palliatif soit synonyme de fin uniquement. De fin, là, on ne fait plus rien. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit à ces patients. Là, l'hémato, on a vu le bon côté de l'hémato. Moi, j'ai vu des patients qui venaient d'hémato, qu'on jetait dehors, pour ne pas dire autre chose, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et on laisse le patient et sa famille proche avec ça. Maintenant, on n'a plus rien à faire pour vous, dehors. C'est ça aussi la réalité. Je pense qu'il y a des choses très très maintenant, dures. ça évolue par rapport à l'apport des soins palliatifs et les centres sont spécialisés, là aussi, entre une clinique privée. Et du coup, le projet de vie jusqu'au bout, ça c'est extrêmement important pour que justement, cette fin de vie. Mais ça existe aussi à domicile, effectivement, où les gens Mais oui, il n'y a pas chez de eux. C'est là où on intervient avec Corinne à domicile, pour aller faire la fin de vie. Mais la fin de vie, c'est un temps de vie. C'est la vie. Voilà. Et donc, c'est partager la vie du patient. Une citation qui dit rajouter de la vie au jour. Oui. Même si on ne peut pas rajouter des jours à la vie, rajouter de la vie au jour. C'est une citation de Claude Bernard. Monsieur Bernard. Mais ça, c'est prégnante de vérité. Comment vous accompagnez vos équipes justement pour pouvoir prendre cette distance? Il y a effectivement ce moment où ça rigole, mais ça rigole pas toujours, effectivement. Voilà. Donc, comment vous portez tout ça?
comment après vous renvoyer pour que les choses elles puissent continuer à se vivre sereinement. Alors ça, je dirais suite au prochain numéro, ça sera après votre intervention, je vous Voilà. présenterai les modalités. On va écouter peut-être le témoignage de Alors, moi, Madame. je suis infirmière en hôpital de jour chez Lio depuis 8 ans. Donc on a la chance d'être une seule équipe. Donc c'est vrai qu'avec les patients, on a créé des liens particuliers parce qu'on apprend à les connaître comme ils apprennent à nous connaître. Oui. Et ça, c'est vraiment un échange et un partage entre eux et nous. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'on avait tous nos limites, nos barrières, et que de temps en temps, quand on fait un accompagnement sur plusieurs années, et qu'on accompagne jusqu'aux soins palliatifs, jusqu'à la fin, ben, c'est une barrière aussi, elle saute. Après, je pense que de ces accompagnements, il faut tirer aussi des expériences, c'est prendre du recul et analyser un petit peu les choses. Et voilà, j'ai accompagné, qu'est-ce que ça a apporté aux patients, qu'est-ce que ça a apporté à la famille. Et à nous en tant que soignants. Oui, il ne faut pas se cacher, il Faut faut pas la se- face. Voilà, non mais voilà, et après c'est ce qui nous permet aussi de rebondir et qui donne envie de continuer. Quoi. Je valide. Tu valides. Quand je Mais dis tu peux- valide, c'est les échos que je peux avoir. Voilà, j'allais dire, Vis-à-vis des équipes, tu peux rebondir sur, parce que souvent nous avons les patients chez nous et vous Oui, prenez la continuité de quand nos les patients. patients arrivent en radiothérapie, ils sont passés par une équipe de chimio qui a été extraordinairement humaine, dans le sourire et puis dans les moments qui sont un petit peu plus difficiles, hein, dans tout ce qui est technicité, et Alexia nous en parlait tout à l'heure. Ouais, ils sont ravis, c'est-à-dire qu'ils quittent une équipe avec, entre guillemets, regret, qu'ils ont aimé et qu'ils continueront à aimer, hein, dans leur pensée, et bon, pour retrouver aussi une équipe qui est sympa en radiothérapie. Pour rebondir par rapport à ça, c'est souvent en fait, quand ils arrivent la première fois chez nous, il y a beaucoup de pleurs, parce que c'est l'angoisse, c'est l'inconnu, c'est voilà, et ils pleurent le dernier jour quand ils sont. Et là, s'ils pleurent parce qu'ils nous quittent. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose c'est une belle réussite aussi. Je me pose la question de savoir si les soignants ont des temps prévus pour ce que je pourrais moi appeler les bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on sait que les infirmières, par exemple, font partie de l'équipe globale de l'oncologue et toutes les personnes qui sont autour et qui soignent la personne. Qu'on se réunit régulièrement chaque fois qu'il y a un problème, ça peut me paraître évident. Pas forcément, on se réunit systématiquement pour le bon fonctionnement du service, des patients qu'on va prendre en charge, donc ça, c'est pas J'étais uniquement axée sur le, Non, j'étais c'est axée pas sur le uniquement. dossier du patient. Oui. Et je me posais la question de savoir s'il y avait des temps qui étaient donnés quand il y avait des bons résultats, quand il y avait des issues heureuses, on va dire, sur la maladie, de sorte à ce que ça aussi, ça soit intégré dans le vécu de l'accompagnant, on va dire, de l'accompagnante, de sorte à ce qu'il y ait aussi des renvois qui soient quand même un peu enthousiastes, dirais-je. S'il y a un enchaînement avec de la radiothérapie, c'est par un autre médecin, avec une autre équipe, avec parfois même de façon géographique, des équipes à deux extrémités d'un même lieu. Alors, les bonnes nouvelles, je dirais, c'est quand les patients reviennent par eux-mêmes dans les services, en disant, ben voilà, je passe vous voir, je vous remercie, tout va bien. Voilà comment le message passe. Parce que si vous voulez, on ne peut pas réunir tous les soignants d'une même institution pour faire le point sur les bonnes nouvelles. Voilà, donc ça c'est vraiment véhiculé, je dirais, par le patient, soit qui a rencontré une infirmière dans la rue, soit qui est revenu dans le service de soins. Voilà, c'est sur cette modalité-là. Et puis d'autant plus, voilà, avec ce fameux rendement d'activité, vous y êtes. Hein. Quand vous avez des taux de remplissage à 99% et qu'un lit ne se refroidit jamais, dans le sens, des fois dans un même lit, il y a 3 patients dans la journée, ça laisse malheureusement peu de temps. Là où les équipes sont ravies, c'est de ne pas voir revenir les patients. C'est ça. Oui, ça aussi, c'est bon signe. C'est un bon signe. Et puis il peut y avoir, alors quand c'est un service de radiothérapie avec 4-5 radiothérapeutes, oui, si au bout de 2-3 ans la personne revient, elle a des douleurs osseuses, bon, ok, ça redémarre, on la prend en charge, ok. Ce qui est le bon retour de l'équipe soignante, c'est de ne pas les revoir et d'avoir des retours
par contre, sur les médecins radiothérapeutes qui les voient en consultation avec des surveillances, ça j'en parlerai, des contrôles des surveillances tous les 6 mois, en disant tiens, elle va bien, elle a repris du sport, elle fait ceci, elle fait cela. En fait, le retour il se fait de cette manière-là, sans revoir les gens, mais en sachant que quand je parle des gens, les patients, si on n'aime pas, tout est ok, ça fonctionne. C'est d'une manière globale, mais c'est ça, on ne les revoit pas, ils sont partis du traitement en disant au revoir avec des larmes aux yeux. Parce qu'il y avait un très bon contexte, que ce soit en chimio ou en radiothérapie, sur des traitements qui sont longs. Je ne dis pas qu'en chirurgie, ça ne fonctionne pas pareil. C'est plus court en temps, mais les prises en charge en chirurgie, elles sont très belles aussi, même si les patients restent 2-3 jours. Mais à mon sens, c'est cette manière-là de faire le retour aux équipes soignantes. De toute façon, il y a toujours... on est dans l'éros et dans le thanatos, la vie et la mort, mais on reste dans la vie. En plus. Voilà. Il y a une chose que j'aurais aimé qu'on parle, c'est la relation soignant et soigné-soigné. C'est-à-dire tout ce circuit qu'il y a entre les soignés eux-mêmes, qui va aussi influer sur la relation du soignant. Alors un exemple précis et... l'exemple précis, c'est les salles d'attente. Oui. Il se passe beaucoup de choses. Oui. Salle d'attente ou salle de jour, voilà. Et où on échange des informations, des choses du vécu, etc. Et qui peuvent modifier la relation que va avoir le soigné avec le soigné. Alors, en quoi ça pourrait modifier? C'est-à-dire dans quel sens déjà? Dans une question de temps aussi. Parce que quand on est malade, quand on est à soigner, on n'est pas tous au même niveau du temps. Hein. Il y a des vieux soignés. Il y a des nouveaux. Il y a une espèce de passage de flambeau, entre guillemets, quoi. Et il y a des choses qui vont se dire, des questions auxquelles peut-être que les soignés ne poseraient pas aux soignants, et qui vont peut-être être plus faciles à formuler, parce qu'on dit, ah ben oui, tiens, peut-être que moi aussi. Et des choses qui ne seraient pas dites, comment dire, de façon évidente tout de suite aux soignants. Alors, l'effet salle d'attente, c'est qui tout double? Oui, c'est qui tout double. Mais en même temps, il y a toujours un chef d'équipe de salle d'attente. C'est vrai, ça se fait de façon... Et les soignants redoutent ça, justement. Eh bien, ils ne devraient pas. En disant, oh là 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 là, ça y est, on a Madame Attel dans la salle d'attente, c'est bon, on va ramasser tout le monde à la petite cuillère. En même temps, les équipes soignantes, elles jouent le rôle d'arbitre après. Oui, voilà, mais même parmi les soignants... Parce que les informations, elles passent, et quand le patient, il est témoin où il assiste à des paroles, où il entend des paroles qui sont difficiles à entendre de la part d'un autre patient, tout de suite ça va à l'équipe soignante, parce que ne me mettez plus à côté de ce patient. Et pas par méchanceté, mais parce que c'est difficile pour eux d'entendre telle chose dans leur situation à eux, qu'ils ne sont pas là pour soutenir les patients, pour les aider ou les aider, mais pas pour entendre des choses qui sont trop lourdes à porter. Il y a un arbitre qui se joue derrière les cabines avec le personnel soignant. Même devant les cabines. Parce qu'on se règle les comptes entre soignants. Je veux dire, c'est des choses, mais je veux dire, il y a quand même une expérience. Il y a un livre à faire, je peux vous dire. Je pense que tout le monde... Après, par rapport à ça, je vous disais, parce que nous, en hôpital de jour, on a beaucoup de salles ouvertes à plusieurs personnes. Et il se crée des groupes d'activité entre eux. Alors c'est quand ils viennent, c'est non mais moi je veux être avec telle et telle personne, alors l'autre jour ils nous ont fait la galette ensemble, ils ont ramené, ils s'étaient mis d'accord, ils envoient les conjoints, les accompagnants acheter la galette. Ça fait boule de neige aussi, et les co-salles d'attente peuvent du coup devenir aussi suspicieux, se demander si ils vont bien être pris en charge, est-ce qu'il n'y a pas, s'inquiéter, et du coup ça peut fausser aussi la relation. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les soignants qui redoutent ce genre de choses-là, parce qu'après il y a la suite. C'est vrai que vous avez des gens qui vont dire, oh ben je suis à mon 4e cancer, ma 6e chimiothérapie, et vous avez la personne qui démarre là, premier jour de chimio, en se disant
disant c'est bon. Et puis, puis vous savez, hein, on m'a fait ça, et puis alors ça m'a fait mal. Alors je vous dis, telle infirmière, il faut se méfier. Donc c'est sûr que ça, alors plus anxiogène, Tu as raison, hein, c'est important de faire attention. On fait une partie donc soutien psychologique pour le patient, ce qui est proposé, et puis la proposition d'accompagnement très soignant. Alors moi, quand je prends les gens en psycho-repos, je mets mon avis. Je me transforme. Comment ? Habit de grenouille. Ouais. Non, c'est pour passer au sujet suivant. Donc le soutien psychologique, j'ai voulu le commencer avec ce tableau, qui était le témoignage d'une patiente, une jeune patiente de 20 ans, qui a voulu témoigner à travers cette peinture, en marquant, donc ces mots-là, en fait, on les retrouve sur son tableau, qu'à travers ce soutien psychologique qu'elle a demandé, elle avait une vingtaine d'années, récidive sur l'hypophyse, difficile d'accepter de reprendre un traitement en radiothérapie, en chimio, j'ai besoin de parler. Angoissée, les craintes de reprendre la chimio, de passer par la radiothérapie, elle s'est posé beaucoup de questions. Ce qu'elle a voulu nous transmettre à travers ce tableau, c'est que face à ces angoisses, ces craintes, tous ces questionnements, elle a pu être apaisée, soutenue et écoutée. Alors ça, c'était vraiment pour l'équipe un très beau témoignage. Ce qu'elle a noté en bas de son tableau, je l'ai écrit ici, c'est le soutien psychologique, ça ne fait pas tout, mais ça peut faire beaucoup. Ça fait un petit peu très pub, mais c'est ce qu'elle a voulu dire et c'est ce qui l'a aidé à pouvoir terminer son traitement et à apprécier d'être écouté. Le patient, la question qu'il va se poser tout au long de ces différents traitements, c'est comment est-ce que j'existe à travers ce traitement qui me modifie tant au niveau du corps et au niveau psychologique. Une atteinte narcissique qui va entraîner une dévalorisation, une perte de l'estime de soi, une perte de confiance en soi. Et c'est là où le soutien psychologique pourra être aidant en accompagnant le patient à sa demande. Et puis le soutien psychologique, il va pouvoir aider le patient pendant les traitements à identifier ses ressources face à l'altération des traitements et à la fatigue que peuvent générer les traitements. Et il va aussi pouvoir aider le patient à s'adapter aux différents traitements en fonction des mécanismes de défense qu'il aura mis en place pour se protéger en fonction de ce qu'ils doivent vivre. Alors tout ça, oui, ça fait partie du soutien psychologique qui peut se faire donc, jusqu'à la fin du traitement. Et à la fin du traitement, il peut aussi intervenir parce que quand arrive la fin des traitements, c'est la question qu'il se pose, le patient, c'est comment est-ce que je me détermine à partir de tout ce que j'ai vécu dès l'annonce, qui a été bouleversante, une rupture dans ma vie, j'ai été transformée, atteinte narcissique, perte de confiance en moi, j'ai été soutenue ou pas en fonction de mes besoins. C'est comment est-ce que je me détermine et comment est-ce que je me projette dans l'avenir. Donc c'est une étape qui peut être très compliquée. Là aussi, le soutien psychologique, il peut être aidant. Et c'est là aussi que les équipes soignantes interviennent. Alors, je reviens à votre question. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter aux soignants, hein ? Qu'est-ce qui va leur permettre justement de voir là où, jusqu'où ils peuvent s'investir, là où c'est difficile, là où ils ont de la satisfaction. Alors, il y a 9 ans, quand le poste de psychologue du personnel a été créé à la Cassagne, tout le monde m'attendait. Les soignants le réclamaient. Et puis, je me suis aperçue les premiers temps, et bien, quand j'y arrivais, il n'y a plus personne. Et ils sont où? C'est pas facile, eh bien, à la fois d'être concentré, centré sur ses soins techniques, sur le rendement d'activité, sur tout ce qui peut se passer au niveau des urgences aussi, de prise en charge, et puis d'un seul coup, voir débarquer la psy et lui dire, bon ben ça y est, on se pose, et puis on va vous parler de ce qui va pas. Et ça, c'est très compliqué. Donc, il faut toujours tomber au bon moment. Alors pour ça, vous imaginez le nombre de fois où je vais dans les services. Ça pour justement investir un petit peu. Alors, ça passe par ce qu'on appelle l'analyse de pratique. C'est-à-dire que j'ai choisi de venir, alors il y a des fréquences en fonction des services, je m'invite aux transmissions des patients. Il parle des patients, alors moi au Centre Antoine-Lacassagne, je ne vois pas de patients, hein, donc je vais me centrer sur leur réaction à eux. Et puis à partir de là, je vais sentir un peu l'ambiance.
Est-ce qu'elles sont prêtes à parler aujourd'hui ou est-ce tellement débordées, fatiguées que c'est pas le moment de parler? Hein, parce que là aussi, parler à tout prix, c'est pas forcément une bonne chose, hein, au bon moment. Et puis, elles savent très bien, et saisir en tout cas le moment, de dire voilà ce qui s'est passé avec tel patient, avec telle famille, c'est difficile, on ne sait plus comment le prendre, et puis on est fatigué. Donc là, ça leur permet en fait de parler de leur pratique, des satisfactions, des difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Alors moi, mon rôle, c'est de reprendre un petit peu leurs émotions, leur décharge émotionnelle, parce que tout à l'heure j'entendais ça rigole, oui, mais ça pleure aussi. Eh oui, bien sûr, forcément. Et là, il y a aussi un effet de groupe où ça va être un temps de partage, parce qu'ils n'ont pas tous le même ressenti. Donc ça permet aussi de retrouver un certain équilibre, de prendre du recul. Donc ça, c'est dans ces temps d'analyse de pratique. Et puis des fois, j'arrive, alors ça, qu'est-ce que je suis contente quand j'ai cette réflexion-là, c'est ah, mais ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, tu tombes bien, viens avec nous, tu prends un café. Alors j'ai pas le choix, il faut que je le prenne absolument, un café. Et là, effectivement, c'est un temps pour elle. Alors je dis elle, mais il y a aussi des hommes, je les oublie un peu. Et puis ce qui est très important, et c'est indissociable, c'est la formation continue. Oui, le personnel, il a eu un parcours, sauf qu'on se rend compte qu'au niveau des connaissances sur la communication, des connaissances au niveau des mécanismes de défense des patients, des familles, des réactions, quelle attitude avoir dans quel cas, et bien là il y a un petit vide. Et alors ça a été tellement passé en revue de façon rapide au niveau du cursus qu'il faut des piqûres de rappel. Alors le but, c'est pas des formations de type universitaire, mais vraiment à travers des jeux de rôle, des ateliers, et ça sera en fonction des services et des demandes aussi qui sont faites. Et là, c'est vrai, pareil, c'est toujours intéressant d'entendre, de dire, tiens, au fait, ta formation, tu sais, elles en ont parlé pendant les transmissions, en disant, alors j'ai fait comme Alexia nous a dit. Alors des fois, je me méfie un peu, je me dis, bon, je vais pas trop chercher, en espérant que le message ait bien été retenu, mais voilà, ça aussi, c'est important. C'est à la fois, on va parler de sa pratique, on va se remettre en question, on va tenter de prendre du recul, et à la fois, on poursuit au niveau des connaissances. Et puis, il y a toujours la possibilité de venir nous rencontrer de façon individuelle, parce que parfois, on n'a pas envie de parler devant le groupe. Voilà un petit peu. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Voilà. Alors, sachez aussi, déjà, on n'aime pas trop voir le psy. Si du personnel, ça montre une faiblesse, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'eux. Eh bien, au bout de 9 ans, en tout cas, c'est plus tabou de cette façon-là. C'est-à-dire que quand on sait se saisir de psy du personnel quand on en a besoin. Et ça, c'est hyper important. Avant, je prônais la confidentialité. Maintenant, quand des gens viennent me voir dans le bureau, ils croisent les gens, ils me disent « Tiens, je vais voir Alexia ». Et donc, quand je les croise « Ah, t'as vu un tel ?» C'est-à-dire que là aussi, ça fait partie de la pratique. Pour un plus, pour pouvoir avancer. Vous avez dit que vous preniez le temps des transmissions pour justement capter des moments qui nécessitent justement qu'il y ait échange. Des fois, je me trompe. Est-ce que donc, vous prenez appui sur les éléments recueillis dans ce moment-là et vous proposez un autre temps pour remettre l'analyse des pratiques Non, c'est en même temps. C'est toujours en même temps. Oui, c'est-à-dire que là, tout le monde, je dirais, joue le jeu. C'est-à-dire, je viens à ce moment-là, on fait effectivement les transmissions de façon assez rapide, et après, on sait que j'ai du temps dédié pour pouvoir faire le travail avec le personnel. Mais toujours pareil, dans les services de médecine conventionnelle, c'est une fois tous les 15 jours. Chirurgie, une fois par mois. Voilà, sauf quand on m'appelle en disant « ce serait peut-être bien que tu viennes faire un tour ». Alors là, c'est sur des temps informels. Je passe dans le service à des moments où elles sont un peu plus tranquilles que d'habitude. Et là, les gens qui ont envie de parler et s'exprimer, en tout cas, le Et quand vous intervenez, vous venez sur les temps de transmission, c'est l'équipe est prévenue ou ils le savent. Quand c'est de manière aléatoire Ah, t'es là aujourd'hui? Oui. Ah, mais ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Donc c'est de manière aléatoire, c'est pas... Non, c'est pas aléatoire, c'est vraiment... Il y a une fréquence régulière. Régulière, ouais. Mais des fois, je peux changer aussi. Je pense que pour un soignant, la plus grosse difficulté, c'est l'absorption de l'agressivité du patient. Pas du patient, de la famille.
Encore plus de Ouais. Parce que le patient, à la limite, on veut bien. Et alors la famille, ça fait un peu gros. Hein. Souvent, c'est cette agressivité-là qui est délétère pour la personne. Et donc, les gens sont pas toujours aptes à l'absorber de façon permanente parce que le soignant, il a aussi ses périodes de difficulté. Bien sûr. Et professionnel. Surtout. C'est comme ça, il y a des périodes où on est plus réceptif que d'autres. On se sent plus agressif. Mais il y a toujours une culpabilité derrière ça. C'est-à-dire que les soignants qui n'ont pas pu gérer et pas pu, faire rebaisser la tension au niveau de l'agressivité, en tout cas, le discours que j'en ai, c'est de dire, ben là, tu vois, je suis passée à côté. Finalement, j'ai pas pu. C'est-à-dire que là, le soignant, même si malheureusement, sur le tenté, il a, favorisé, enfin, ou en tout cas, il a alimenté ce côté agressivité, c'est-à-dire qu'il, là, un contre-coup, il y a toujours, mais finalement, j'ai pas bien fait, finalement, j'aurais pas dû, finalement, j'ai pas été à la hauteur. Parce qu'il faut que l'empathie s'installe pour que justement l'agressivité et le stress baissent. Est-ce que vous avez des statistiques justement, puisque ça fait 9 ans, hein, oui. J'ai pu comprendre que vous étiez ces analyses de pratique, il y avait un ressenti de culpabilité à l'endroit des soignants. Oui. Donc est-ce que ça a baissé justement, puisque c'est discuté, il y a un lieu de... Alors, c'est pas dans la discussion où ça va changer, c'est en formation continue. Quand on va faire des jeux de rôle. Et c'est vrai que dans un service, alors je viens en exemple, où il y avait des patients ou des familles agressives. En plus, c'est un service très technique, donc c'est assez carré, en tout cas, même dans le relationnel. C'est des personnes qui se sont inscrites et qui, quand j'ai eu le retour, qui ont dit « Ah ben voilà, ça a pu me servir dans telle situation ». Mais ça passe automatiquement par une journée de formation, avec des jeux de rôle, avec des ateliers et des mises en situation réelles. Pour répondre à votre question tout à l'heure par rapport aux statistiques, j'ai pas de statistiques écrites, etc. Mais ça fait 10 ans qu'on fait un groupe de parole au centre de haute énergie. Alors avec toujours plus ou moins la même équipe, avec 2 ou 3 nouvelles qui ont intégré l'équipe. Et quand une nouvelle parle d'une situation d'agressivité d'un patient ou d'une patient qui pose 10 questions en rafale et qui n'écoute pas la réponse, et le soignant il dit mais je fais comment, ou quelqu'un qui dit est-ce que je vais mourir, comment je fais pour répondre, à aujourd'hui les anciennes entre guillemets disent t'inquiète, à force de venir au groupe de parole tu vas y arriver. Donc c'est des retours comme ça qu'elles font où les vieilles entre guillemets disent voilà, tu vas à force de vivre le groupe de parole et de ramener des situations et de voir que oui, le but du jeu c'est de trouver la bonne distance et que la relation soignant-soigné soit la meilleure. On n'est pas non plus dans le monde de oui, il ne faut pas être dans le déni, on vit aussi des choses difficiles, on n'est pas dans le soin par hasard. Il y a des millions de choses et il y a une jolie phrase que je leur dis souvent, c'est que prenez soin de vous parce qu'il n'est pas utile d'attendre d'être malade pour prendre soin de soi. Qu'on soit malade ou pas, il est vital de s'occuper et de prendre soin de soi. Alors que ce soit par rapport à l'analyse de pratique, à la formation continue, au groupe de parole, parce que c'est un peu différent, mais on en revient à de la prise en charge psychologique de l'humain. Voilà. Oui, ça sert, oui, c'est utile. Alors même, c'est vrai qu'on n'a pas de statistiques écrites. Non, alors la différence, je dirais, entre l'analyse de pratique, par exemple, et le groupe de parole d'Elisabeth, c'est que les personnes sont volontaires pour aller au groupe de parole. C'est vraiment une démarche. Alors que moi, finalement, je leur laisse pas le choix. Je débarque dans le service. Donc voilà, c'est là aussi où se situe la différence. Oui, puis là, c'est petit, c'est-à-dire qu'elles sont 10, que c'est 2 heures, une fois par mois, en dehors des heures de travail. C'est-à-dire que les nanas, il faut vraiment qu'elles aient envie de venir. Et c'est là la différence, c'est-à-dire qu'elles vont arriver, elles vont dire, moi il se peut qu'un jour je débarque dans un service et que je comprenne que là, ça va pas être le jour. Voilà. Mais ça fait partie des règles du jeu. Donc c'est un peu différent. Après, je pense que c'est un réel besoin des soignants, parce que quand j'ai commencé l'école d'infirmière, donc il y a eu 10 ans, on a demandé, nous, au retour de stage, à avoir un psychologue qui venait nous voir, qu'on puisse décharger, et on était des bébés infirmiers, quoi. Voilà.
Et on avait besoin, vu tout ce qu'on voyait dans les services, et on était venu au panel, ça allait de 18 à 50 ans, les futurs soignants, et on avait tous ce besoin de parler, quelle que soit, on va dire, notre histoire de vie antérieure, notre expérience de la vie, de la mort, tout ça, confronté à la maladie des autres, à la famille, à l'agressivité des patients. Moi, j'ai appris à l'école que c'était pas contre moi, c'était contre tout ce qui vivait. Mais ça, tant qu'on ne le dit pas, qu'on ne le vit pas en réalité, voilà. Parce que le jour où le patient il nous agresse, le lendemain il s'excuse. La famille moins, mais on est là pour le patient. Moi, souvent c'est mon discours, quoi. Moi, je suis là pour le patient. Il m'en veut, c'est pas moi qui m'en veux. C'est à l'hôpital, c'est à sa maladie, c'est à aujourd'hui, au moment où il le vit. Mais vraiment, ce besoin de parler avec un psychologue, un psychothérapeute, je ne sais pas comment, nous c'était une pédopsychiatre qui intervenait dans mon IFSI à l'époque, pour parler de tout ça, voilà, pour le mettre à plat et le revivre, et pour voir ce qui s'était passé. Voilà, on espère avoir répondu à vos questions, avoir eu... En tout cas, merci pour votre échange. Et on va tous se retrouver dans la salle plénière pour le discours de clôture. Voilà, merci beaucoup.